Je me connais et je vais jamais réussir à suivre une chronologie logique pour ce projet. Mais j'ai quand même envie de au moins bien commencer. Alors avant de se précipiter à vouloir comprendre ce monde et tout ce qu'il contient, tu dois d'abord savoir comment il a été créé dans l'immense océan qu'est notre univers. Et encore, je pense que le mot immense suffit pas. Parce que sinon, c'est comme si tu commençais One Piece par l'arc de Marineford. C'est pas logique. Tu vas rater quasiment la moitié de l'histoire et ça, c'est dommage. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi, c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 1. J'ai toujours cherché à remonter le fil de chaque chose autour de moi, savoir comment telle chose existait ou savoir ce qu'il y avait avant. Sauf qu'à un moment, il y a une limite. Mais il y a forcément un début, quelque chose qui était là en premier ou une version qui s'en rapproche le plus pour nous. Alors, c'est quoi le début de tout? Ça, je pense que c'est une des questions que je me suis le plus posée. On fait partie des gens qui sont pas du tout au courant de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire environ 90% de la population. Et encore, je pense que je suis très gentil. Alors je vais remonter au tout début, avant la création de la Terre, avant celle de la Lune, du Soleil et de tout ce que tu peux voir la nuit en regardant le ciel étoilé. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler de près ou de loin, mais d'après la communauté scientifique, l'événement le plus ancien qui permettrait d'expliquer le commencement de l'univers, ce serait le fameux Big Bang. C'est la théorie la plus largement acceptée et soutenue. Qu'on soit clair, c'est une théorie, c'est-à-dire que c'est une estimation de ce qui s'est passé. Personne peut confirmer à 100% ce qui est arrivé. Mais en tout cas, cette explication du Big Bang permet de répondre de façon logique à plein de notions de notre histoire. Bien sûr, il y a eu d'autres théories qui ont été proposées, comme les univers parallèles ou multivers, ou encore celle de l'état stationnaire où l'univers serait éternel sans début ni fin. Sauf que tu dois bien t'en douter, aucune d'entre elles a pu donner une explication aussi cohérente et concordante que la théorie du Big Bang. En tout cas, c'est celle qui tient le plus la route. Faut savoir qu'entre les phrases que je vais dire, il peut se passer des dizaines voire des centaines de millions d'années en termes de chronologie de l'histoire. Faut prendre du recul parce que cette histoire, elle est très ancienne. Je pense qu'on peut y aller. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers qu'on connaît aujourd'hui aurait commencé par une énorme explosion, appelée le Big Bang. Avant cette explosion, il n'y avait rien. Pas de matière, pas de lumière, pas d'espace, ni même de temps. Et c'est là qu'une question arrive. Qu'est-ce qui a déclenché cette explosion? C'est ce qu'on pourrait se demander parce que dans la science, chaque effet a une cause. Chaque événement a été déclenché ultérieurement. Malheureusement, on n'a pas la réponse. En tout cas, pas encore. Quand on essaye de remonter le fil de l'univers, à un moment on peut plus parce qu'on arrive à un stade où toutes nos lois physiques ne marchent plus. Et ce dernier point jusqu'où on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est appelé singularité. Tout ce qui remplit notre univers aujourd'hui était concentré dans cette singularité. Un point extrêmement compact et chaud. En vrai, c'est pas réellement un point, c'est juste une simplification des choses. Quand on arrive à ce moment de l'histoire, tout ce qu'on sait marche plus. C'est comme si c'était une zone où la physique classique s'arrêtait ici. Ça représente un endroit où tout est tellement compacté et dense que la gravité y est infinie, et les règles normales de l'espace et du temps y fonctionnent plus. Étant donné qu'on peut pas l'expliquer clairement, je vais pas parler de l'avant Big Bang ni de l'existence ou non de ce qui aurait pu le déclencher. Donc je vais y mettre l'étiquette inconnu. Je vais beaucoup parler de la gravité, donc autant la définir maintenant. C'est une force invisible mais bien réelle qui attire les choses autour d'elle. Par exemple, la Terre exerce une gravité sur nous en nous attirant vers son centre. C'est pour ça que quand on saute, on atterrit sur le sol, on flotte pas vers le ciel. Je reviens à notre histoire. Au moment de cette explosion, cette singularité elle a commencé à s'élargir à une vitesse démesurée. Ça a créé l'espace et le temps. Au début, l'univers, c'était un océan d'énergie et de particules élémentaires très chaudes. Ça va te paraître un langage inconnu, mais quand je parle de particules élémentaires, je parle de quarks, de gluons, de photons et de neutrinos. Faut imaginer ça comme des petites briques qui sont là depuis le début. C'est la base de tout. Quand ces briques vont s'assembler entre elles, ça va ensuite former des protons, des neutrons et des électrons. Ça, je pense que t'en as déjà entendu parler. Je sais bien que toutes ces notions, c'est complexe à comprendre. C'est de la physique quantique. C'est-à-dire que c'est de la physique, mais à une échelle très petite. C'est pas observable à l'œil nu. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette cassette. Donc, pour éviter de te perdre avec toutes ces notions inconnues au bataillon, en résumé, dis-toi que c'est la base de la matière. C'est ce qui constitue tout. Et quand je dis tout, c'est littéralement tout. Donc elles sont pas composées de parties plus petites qu'elles-mêmes. Tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu peux toucher, ta main, un arbre, une table, ton chat ou ton ordinateur, c'est composé de ces protons, neutrons et électrons. Ils se sont tellement assemblés entre eux qu'ils ont pu devenir des structures de plus en plus grandes. Environ 400 000 ans après le Big Bang, donc il y a 13,4 milliards d'années, l'univers était suffisamment refroidi pour que les protons et les neutrons se combinent avec les électrons pour former des nouvelles structures, les premiers atomes. Petite addition pour être sûr de comprendre. La somme des quarks, des gluons, des photons et des neutrinos, ça donne les électrons, les neutrons et les protons. Et la somme des électrons, des neutrons et des protons, ça donne les atomes, donc la matière qui nous compose. Avec le temps, ces atomes se sont rassemblés sous l'effet de la gravité pour former des nuages de gaz répartis uniformément. C'est-à-dire qu'au sein de ces nuages de gaz, il y avait des variations de densité, donc la matière était plus concentrée à certains endroits que d'autres. Et dans ces régions denses, sous l'effet de la gravité, le gaz il s'est accumulé et la matière s'est contractée et chauffée, ce qui a encore plus augmenté sa densité et sa température au centre. Étant donné que la pression et la température y étaient très élevées, ça a déclenché des réactions nucléaires. C'est quand les noyaux des atomes fusionnent ensemble, donc la fusion, ou se divisent pour en donner d'autres, donc la fission. Et ces réactions nucléaires vont libérer une énorme quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Et voilà, maintenant tu sais comment les étoiles sont apparues. C'est le processus que je viens de te décrire.
Parce que oui, une étoile, c'est pas une planète qui brille beaucoup comme par magie. En réalité, c'est une sphère de gaz qui libère une énorme quantité de lumière et de chaleur. C'est pour ça qu'on peut les observer la nuit quand le ciel est dégagé alors qu'elles sont à des milliards de kilomètres de nous. Les premières étoiles se sont rassemblées en amas. Puis ces amas d'étoiles se sont rapprochés les uns des autres sous l'influence de la gravité. Plus une structure a une masse importante, plus elle attirerait d'autres structures. Ça marche comme ça la gravité. Plus la masse est importante, plus le pouvoir attractif est important. Au fur et à mesure que ces différents amas d'étoiles se sont rapprochés, ils ont commencé à s'entrelacer et fusionner lentement. Quand je dis fusionner, je parle pas de rentrer en collision. Mais en résumé, ces amas se rapprochent tellement qu'ils rentrent en orbite. Ça veut dire qu'ils tournent autour d'un même centre. Cette nouvelle structure formée par la fusion des amas d'étoiles, c'est appelé protogalaxie. Le préfixe proto, c'est pour dire l'état avant. Un exemple tout bête pour comprendre, un proto-adulte, c'est un enfant. Donc c'est un adulte pas encore formé totalement. Et bien ici, c'est exactement la même chose. C'est une galaxie pas encore formée totalement. Parce qu'avec le temps, une protogalaxie grandit en attirant, en accumulant plus de gaz et en intégrant d'autres amas aux protogalaxies. Ce processus, ça peut prendre des millions à des milliards d'années. C'est comme ça que notre galaxie, la Voie lactée, a été créée il y a environ 13 à 10 milliards d'années. Pour te donner une idée de l'immensité de l'univers, et encore j'ai l'impression que le mot immense paraît tout petit, dans notre galaxie, donc la Voie lactée, on estime qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Pour aller encore plus loin, dans notre univers, on estime qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies. Si tu fais un petit calcul simple, je pense qu'il y a moyen que t'exploses ton cerveau en essayant d'imaginer le nombre d'étoiles possibles. Ça dépasse tout ce qu'on peut voir. Imagine chaque grain de sable, pas d'une seule plage, mais de toutes les plages de cette Terre. Et ben dis-toi que le nombre d'étoiles dans l'univers, c'est encore beaucoup plus que ça. Je sais pas vraiment si tu te rends compte. Ça paraît dingue et inimaginable tellement c'est énorme par rapport à notre échelle humaine. Ça a beau être des estimations, c'est la vérité. Comme je l'ai dit un peu avant, dans le cœur des étoiles, il y a des réactions nucléaires. Ça permet de créer une pression et ça permet aux étoiles de résister à la gravité. Au moment où une étoile a épuisé son carburant, elle ne peut plus continuer à produire des réactions nucléaires parce qu'elle n'a plus les ressources nécessaires. C'est comme si tu mettais plus de bois dans un feu de cheminée. Petit à petit, la flamme elle va s'éteindre parce qu'elle aura plus de quoi se nourrir. Et bien c'est exactement la même chose ici, mais à un détail près. Quand ça arrive, l'étoile peut plus résister à la pression. Donc elle s'écroule sous son propre poids. Ça crée une explosion et ça libère une quantité colossale d'énergie et de matière à travers l'espace. Et une étoile qui explose, on appelle ça une supernova. Il y a environ 4,6 milliards d'années, une de ces explosions de supernova a envoyé des ondes de choc à travers un des nuages de gaz et de poussière présents dans notre galaxie. Après cet événement, la majorité de la matière s'est accumulée au centre du nuage sous l'influence de la gravité. Ça a engendré une augmentation de la densité et de la chaleur. Là, normalement, t'es censé savoir ce que donne ce processus. Ça a donné naissance à une étoile. Et cette étoile, on la connaît tous. C'est le Soleil. Au même moment, le reste de la matière s'est étalé autour du Soleil en formant un disque et y est rentré en orbite. Donc en fait, le reste de la matière s'est mis à tourner autour du Soleil. Dans ce disque de matière, de minuscules grains de poussière et de gaz vont se heurter et fusionner. Au fur et à mesure des collisions entre eux, et je te parle en millions d'années, ils vont former des petits corps célestes. À leur tour, ils vont se rassembler sous l'effet de la gravité pour former des protoplanètes qui vont rentrer fréquemment en collision, accumuler plus de matière et devenir plus grosses et plus sphériques. Résumé en quelques phrases, on a l'impression que c'est rapide. Mais en réalité, ce processus prend des millions d'années. D'ailleurs, les planètes sont sphériques parce que la gravité tire tout vers le centre. Et donc logiquement, pour que chaque recoin de la surface d'une planète soit à égale distance du centre, la forme la plus équilibrée, c'est une sphère. Parmi les planètes qui sont le plus loin du Soleil, on retrouve Neptune et Uranus. C'est les plus éloignées. Elles ont la particularité d'être composées d'eau sous forme de glace. Elles sont tellement loin du Soleil qu'elles reçoivent très peu de son énergie. Donc leur température est extrêmement faible. Au contraire, pour celles qui sont le plus proches du Soleil, on retrouve Mercure, Vénus, Terre et enfin Mars. C'est les seules planètes rocheuses, parce qu'étant donné qu'elles sont très proches du Soleil, la température y est plus importante. Et les seules matières qui peuvent y résister sont les métaux et les roches. Entre ces deux types de planètes, on retrouve Saturne et Jupiter, les plus grandes planètes du système solaire. Elles sont appelées planètes gazeuses, parce qu'elles sont à la bonne distance pour que la glace et les composés volatiles ne se condensent pas. Donc elles ont accumulé une énorme quantité de gaz qui était majoritairement présent autour d'elles. Voilà la composition de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années environ, notre Terre qui avait rien à voir avec aujourd'hui, c'était une boule de roche en fusion qui dégageait énormément de chaleur. Ça, c'était à cause des réactions nucléaires qui se faisaient en son noyau, des impacts de météorites et de la pression importante de la gravité. Alors qu'elle poursuivait sa formation, une protoplanète va bouleverser son évolution. Theia, T-H-E-I-A, qui faisait la moitié de la taille de la Terre, se baladait tranquillement dans l'espace et a été déviée par la force gravitationnelle des planètes autour d'elle. Son impact a été tellement violent qu'une partie de la Terre a été projetée dans l'espace. Une partie de Theia a fusionné avec la Terre, et le reste de la matière éparpillée de ces deux planètes s'est accumulé et a formé notre fidèle compagnon, la Lune. C'est ce qui expliquerait sa présence en orbite autour de nous et sa composition très similaire à la nôtre. Des dizaines de millions d'années plus tard, en plus de continuer ces réactions nucléaires qui dégagent de l'énergie thermique intense, la Terre elle accumule encore plus d'énergie avec des impacts de corps célestes qui font augmenter sa chaleur. C'est à ce moment-là que la matière à l'intérieur de la Terre a commencé à se séparer en couches. Parce qu'elle était devenue suffisamment chaude pour que les éléments lourds comme le fer migrent vers le centre et forment le noyau métallique. Le noyau au centre, très dense et lourd, est divisé en deux.
Le noyau interne qui est solide parce que la pression y est immense, et le noyau externe qui est autour et qui est liquide parce que la pression y est moins importante. Juste au-dessus, on a le manteau, c'est une couche épaisse de roches fondues molles. Et encore au-dessus, on a la croûte terrestre, c'est la couche extérieure solide de la Terre. C'est là où on a les pieds. Elle est divisée en plusieurs grandes parties qu'on appelle plaques tectoniques. C'est ce qui est en dessous de nos continents, des mers et des océans. Au sein du noyau, le métal qui est sous forme liquide va créer des mouvements qui vont générer des courants électriques, qui vont eux-mêmes générer par la suite un champ magnétique autour de la planète, ce qui va lui permettre de se protéger contre les radiations solaires qui sont nocifs. En fait, c'est comme si la Terre s'était créé un bouclier. Il y a 4,4 milliards d'années, notre planète s'est refroidie et a fait apparaître sur sa surface des montagnes, des volcans et des cratères. Avec la baisse de température significative par rapport à avant, la vapeur d'eau qui était dans les gaz dégagés par les volcans s'est refroidie. Les molécules d'eau se sont alors regroupées pour former des gouttelettes d'eau liquide, puis au fil du temps des nuages. Plus elles s'accumulent, plus elles deviennent lourdes, donc elles peuvent plus être portées par l'air. C'est à ce moment-là que des pluies intenses arrivent. Toutes les vapeurs d'eau accumulées par les gaz des volcans durant tout ce temps s'est condensé. C'était tellement énorme qu'au fil des années, et je parle en dizaines de millions, ça a donné naissance aux premiers océans et aux lacs. En plus de ça, il y a aussi une théorie qui dit que l'eau serait en partie sur notre Terre grâce aux météorites et aux corps célestes faits de glace qui nous seraient rentrés dedans. Faut savoir que dans notre système solaire, la Terre c'est la seule planète qui réunit les conditions parfaites pour avoir l'eau sous ses trois formes, liquide, gazeuse et solide. Elle est ni trop proche ni trop loin du Soleil, ce qui lui a permis d'avoir des températures propices à l'apparition et au développement de la vie. Des paramètres très précis qui permettent l'apparition de la vie, il y en a eu des tas qui sont réunis. C'est étrangement incroyablement bien paramétré, mais on verra ça une prochaine fois. Étant donné que le noyau de la Terre est extrêmement chaud, les roches du manteau se réchauffent, ce qui fait augmenter leur volume et diminuer leur densité. En résumé, elles deviennent moins compactes. C'est comme un ballon qui gonfle. Ça va les faire monter à la surface du manteau, donc les éloigner du noyau. Elles vont se refroidir, redevenir plus denses et redescendre de nouveau vers le bas du manteau. Ce phénomène-là, il va créer différents mouvements et faire bouger les plaques tectoniques qui flottent entre guillemets au-dessus du manteau. Ces mouvements, il y en a 3. Et ils sont à l'origine d'événements naturels comme des changements climatiques, géographiques, environnementaux, les catastrophes naturelles et le déplacement des continents. Le premier, c'est le mouvement convergent. Quand deux plaques tectoniques se rentrent dedans, soit une des deux va plonger sous l'autre, ou soit elles vont rentrer en collision. Et ça va créer des grandes montagnes comme celles qu'on retrouve dans le monde. Ça peut aussi faire exploser des volcans et provoquer des tremblements de terre puissants et donc engendrer des tsunamis. Le deuxième, c'est le mouvement transformant. Quand les plaques tectoniques glissent côte à côte, ça va créer des failles, mais ça va aussi déclencher des tremblements de terre et modifier la structure de la Terre. Et enfin, le troisième, c'est le mouvement divergent. Quand les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre, ça va laisser sortir du magma sous la mer et ça va former de nouveaux volcans et montagnes sous-marines. Ça va aussi créer des tremblements de terre, agrandir les océans et former de nouveaux fonds marins. Pendant des centaines de millions d'années, la structure des continents de la Terre s'est modifiée. Ils se sont assemblés et séparés un tas de fois à cause des mouvements des plaques tectoniques. Le dernier supercontinent connu, c'est la Pangée. C'était il y a 170 à 300 millions d'années. Et même encore aujourd'hui, nos continents bougent de quelques centimètres par an. Mais c'est pas du jour au lendemain qu'un nouveau supercontinent va apparaître. Parce qu'il faut entre 100 et 300 millions d'années pour qu'un supercontinent se forme et se sépare par la suite. Donc pas de soucis, on a le temps. Pour finir, tout le long de son évolution, le climat de la Terre a énormément varié. Il y a eu des périodes glaciaires et des périodes de forte chaleur avec des extinctions de masse. Ça a été influencé par plusieurs facteurs comme l'apparition de la vie. C'est une des variables qui modifie la concentration des gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, c'est quoi? C'est assez simple à comprendre. C'est un gaz présent dans l'atmosphère qui retient la chaleur produite par la Terre, et qui l'empêche aussi de partir dans l'espace. Ça permet de maintenir une température pour la vie. Par exemple, les premières formes de vie ont produit de l'oxygène qui a réagi avec le méthane dans l'atmosphère. Ça a causé une réduction du méthane qui est un puissant gaz à effet de serre. Et donc ça a fait énormément descendre la température jusqu'à une période glaciaire. Il y a aussi eu les variations orbitales de la Terre, comme les changements dans son inclinaison et de son orbite. Ça a joué un rôle dans les changements climatiques du passé. Ça a eu une influence sur la quantité d'énergie solaire que la Terre a reçue, ce qui a affecté les périodes glaciaires et les périodes de forte chaleur. Pendant les périodes glaciaires, les niveaux de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, donc CO2, et le méthane, étaient souvent très bas. Ces conditions froides ont favorisé l'absorption du CO2 par les océans et la formation de calottes glaciaires. Les zones humides qui sont devenues gelées ont provoqué la réduction d'émissions de méthane parce qu'elles pouvaient en émettre moins. Au contraire, pendant les périodes chaudes, les températures plus élevées ont favorisé les processus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Le CO2 qui était stocké dans les océans était libéré, et les zones humides dégelées émettaient plus de méthane. Donc logiquement, ça augmentait les concentrations de ces gaz dans l'atmosphère. C'est l'ensemble de tous ces facteurs qui ont influencé l'effet de serre et qui ont donc modifié les températures sur Terre. Sur le sujet de l'apparition de la vie, donc des êtres vivants, je vais pas en parler parce qu'on n'en sait rien de façon sûre, et surtout parce que ça apporte pas vraiment de réponse à ma question. Mais je pense quand même que je traiterai de l'évolution de la vie dans une autre cassette, en mettant bien évidemment une grosse étiquette inconnue sur l'apparition de la vie. Aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie du monde est au courant, mais on est en train de bouleverser ce monde. Et pas en bien. Tout le monde en entend parler. Mais ça a pas l'air de plus s'inquiéter. On est en train de perturber l'effet de serre avec nos activités humaines, parce que ça augmente les taux de CO2 et de méthane dans l'air. Si t'as retenu ce que j'ai dit, tu sais que c'est des gaz à effet de serre, et que c'est eux qui ont permis de réchauffer la Terre parce qu'ils peuvent pas s'échapper dans l'espace. Sauf que si on réfléchit 2 secondes, plus ces gaz sont présents, plus la Terre se réchauffe.
Donc la température augmente et ça crée un réchauffement climatique. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver depuis un sacré bout de temps maintenant. Et ça, c'est à cause des avions, des voitures, des camions, des bateaux, la surconsommation, des usines qui brûlent et consomment du charbon ou du pétrole, l'agriculture intensive et les ordures dans les décharges qui produisent du méthane. Mais il y a aussi la déforestation qui diminue la capacité de la Terre à absorber le CO2. Parce que les arbres, pour respirer entre guillemets, fonctionnent à l'opposé de nous. Ils consomment du CO2 et produisent de l'oxygène. Alors que nous, on consomme de l'oxygène et on produit du CO2. Donc à cause de la déforestation, il y a moins d'arbres et l'absorption du CO2 diminue. Cette augmentation de CO2 et des autres gaz comme le méthane augmente la capacité de l'effet de serre. Ça provoque des changements sur le climat, la biodiversité et l'environnement, comme l'augmentation des températures, des incendies de forêt, des périodes de sécheresse, l'extinction de masse, et aussi les perturbations dans les écosystèmes fragiles comme les récifs de corail, qui, je précise bien, produisent la moitié de notre oxygène sur Terre. De toute façon, notre impact et l'effet de serre mériteraient une cassette entière pour expliquer tout ça en détail. Je pense que ça arrivera parce que c'est un sujet important pour moi. Enfin bon, même avec toutes ces explications, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à me rendre compte réellement de la chronologie de l'univers. J'ai déjà du mal à me dire qu'il y a eu la préhistoire, donc là c'est encore plus compliqué de se situer. Cette histoire, elle est tellement ancienne comparée à notre vie qui paraît minuscule. On parle de milliards d'années alors que nous on vit même pas 100 ans. Et puis il y a aussi le fait d'essayer de se dire que tout ce qu'on voit autour de nous, eh ben il y avait rien avant. Et que tout ça, ça a pris des milliards d'années. Je trouve ça compliqué de s'imaginer ça quand on apparaît et grandit dans un monde où tout est déjà là. Je pense qu'avec cette cassette, on a une base à peu près solide pour commencer le projet. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé, au revoir.